Donc on se donne une petite demi-heure. Lorsqu'on a terminé le propos, on a parlé de projet éducatif de territoire. C'est bon maintenant, c'est clair pour le projet éducatif de territoire. Alors, comme on a des spécialistes, alors on a inversé, l'expertise est dans la salle maintenant. Et du coup, j'ai envie de demander à Nathalie Leblanc, qui est donc adjointe à l'éducation. Je disais tout à l'heure qu'en effet, la Chapelle, c'était la commune qui avait lancé sur le département, la première, justement, ce projet éducatif de territoire, même si elle avait déjà une expertise et une expérience avec le PEL avant. Donc, est-ce que vous pourriez, toujours dans le cadre de la thématique de ce soir, nous faire un petit point pour voir justement s'il y a eu des évolutions en 3 ans, puisque vous avez attaqué la 4e année, des évolutions dans la manière de procéder, dans la manière de fonctionner aussi en termes d'engagement entre les adultes qui partagent l'éducation, parents, enseignants, animateurs, et puis pour les enfants eux-mêmes. Est-ce qu'il y a de l'évolution constatée et est-ce qu'on est sur la bonne voie? Parce que du coup, Pascal, tu vois, ça permettrait en effet d'avoir un petit espoir. Et après, la parole sera dans la salle, donc soit des échanges comme ça, soit des échanges entre vous, comme vous voulez. Pas un petit espoir, mais un gros espoir, pour reprendre la formule que vous venez d'évoquer. Alors effectivement, avant le fameux projet éducatif de territoire PEDT, dispositif lié à l'éducation nationale, sur la ville, on avait un projet éducatif local. Ce sont des dispositifs au départ politiques de la ville, donc ça a drainé un peu partout sur le territoire. Nous, on a fait en sorte de continuer le travail engagé au sein du PEL, mais en se disant effectivement, la citoyenneté, c'était vraiment le sujet de ce soir, l'expression citoyenne. Et, enfin, on est complètement d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'éducation, elle joue un rôle important dans cette citoyenneté, puisque pour qu'on puisse prendre la parole, je dirais plus tard, il faut qu'on ait eu l'occasion de la voir le plus tôt possible. Dans l'éducation nationale, ou en tout cas dans le fonctionnement actuel, quelquefois en classe, c'est pas toujours évident. Donc quand on porte ce genre de projet en tant que municipalité, on essaye d'offrir aux enfants, sur les temps qui nous concernent, justement des moments où ils peuvent s'exprimer. Alors ça a été d'écouter philo, par exemple, donc travailler sur des sujets, l'amour, la mort, des choses comme ça. Enfin, ça contribue aussi parfois à pouvoir gérer ses émotions, parce que parfois, quand on évoque des sujets de ce type-là, même nous, adultes, on peut être un peu maladroit. Après, effectivement, sur le projet éducatif local et sa déclinaison, je dirais un peu éducation nationale, le PEDT en 2013, on l'a signé, puisque c'était un dispositif de 3 ans, il est passé en dernier conseil municipal la semaine dernière. L'idée, c'était vraiment d'essayer de faire travailler, c'était vraiment l'intention du projet, de faire travailler tout le monde autour de la table, avec les spécificités des uns et des autres, comme le Bondi Blog, c'est effectivement sa ligne éditoriale, des journalistes femmes. Moi, j'avoue que j'ai bien aimé finalement que vous soyez là toutes les 3, parce que Girl Power, bon, ça c'est autre chose. Mais c'est ça aussi, par exemple, exercer sa citoyenneté, c'est en tant que femme, à un moment donné, s'autoriser aussi à aller vers certaines études, à faire certains métiers. Donc comment on peut, à l'échelle d'une commune, dans les écoles, insuffler ça aussi, faire en sorte que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. Donc ça veut dire, un exemple typique, on a pas mal travaillé pour ce qui est des enfants, plus précisément, autour d'un projet avec un organisme qui s'appelle l'IREPS, qui est l'instance régionale d'éducation et de promotion à la santé, dans le cadre d'un programme qui a 15 ans maintenant, qui s'appelle En santé à l'école. Et dans ce projet-là, l'idée, c'est ni plus ni moins d'essayer d'outiller les enfants. Donc ça s'adresse effectivement aux enfants de 7, 8 ans, hein, donc on est vraiment dans les âges primaires, pour qu'ils se sentent
armés, il n'y a pas d'autre mot, par rapport aux aléas de la vie quotidienne. Donc faire en sorte qu'ils prennent confiance en eux, faire en sorte que, c'est pareil, les relations avec leurs camarades soient le plus apaisées possible, faire en sorte qu'ils aient confiance en eux, l'estime de soi. Enfin ça c'est un sujet qui est super important. Donc concrètement, c'est leur offrir des espaces pour s'exprimer, c'est former nos animateurs aussi, à ce qu'on appelle les compétences psychosociales, donc voilà, faire société, apaiser le climat quand il y a lieu de l'apaiser, ou être dans l'empathie aussi, parce que c'est important d'être bienveillant par rapport aux autres. Si on se construit comme ça en étant petit, on pense que ça va laisser des traces chez les adultes. Et puis de se dire après, voilà, nos animateurs sont formés, nos directeurs d'accueil périscolaire sont formés, la relation de confiance, elle s'établit avec les enseignants, les directeurs d'école. Donc après, le monde enseignant regarde un peu ce qui se passe et se dit, ouais, tiens, ça pourrait nous intéresser aussi. Donc c'est carrément des séquences de formation où le personnel municipal et les enseignants sont ensemble en formation. C'est des réunions d'enseignants. C'est vrai, c'est devenu possible. C'est bien sûr, ça s'est fait. Et à tel point, enfin ça a été, c'est des moments de conseil d'école qui sont super enthousiasmants, parce que quand on a un directeur d'école qui dit, moi, les compétences psychosociales, ce que j'ai appris pendant ces formations, je le mets en pratique dans mes réunions de conseil des maîtres. Donc j'utilise ces outils aussi pour travailler avec mes collègues. Voilà, enfin c'est des choses qui sont vraiment. C'est aussi parce que les personnes ont dit banco, quoi. Je veux dire, on n'a pas été dans l'injonction, dans l'ingérence non plus. Donc c'est comment on peut arriver à finalement être suffisamment convaincu que la solution elle est là, pour arriver à entraîner tout le monde dans le projet, quoi. Donc en 3 ans, on peut lancer une dynamique chez les adultes, ouais. Mais ça s'est vérifié chez les enfants aussi. Volontaire, enfin, juste pour dire un truc, nous c'est depuis 2008, il y a eu des gros changements au niveau de l'éducation nationale, c'est tout bête, hein, c'est la disparition du samedi matin, etc. On a beaucoup travaillé en proximité avec tout ce qu'on appelle la communauté éducative, hein, les parents d'élèves, les enseignants, etc. Et finalement, à partir de là, on travaille dans la confiance. Alors, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, on se le dit, mais au moins, on avance ensemble. Et je pense que c'est aussi un des éléments qui peut faire... vous parliez d'échanges, de discussions, de co-construction. Voilà, c'est les termes après de langage. Mais concrètement, c'est se mettre autour de la table et dire où on va, quel programme on se fixe et comment chacun y contribue, quoi. Et voilà, il y a eu concrètement, en conseil d'école, dans un autre conseil d'école, j'ai entendu des enseignants dire, en fait, on se rend compte que ces séquences que l'on fait avec les enfants, ils ont envie d'y aller. C'est-à-dire qu'ils disent, ils rentrent plus tôt après la récré pour être en classe parce qu'ils savent qu'il va y avoir une séance de travail autour de ces compétences-là. Qu'on les fait travailler sur leurs émotions, comment éviter ou les grandes joies ou les grandes dépressions, et faire en sorte que un enfant, quand il a quelque chose qui le blesse, il sache à qui en parler, il sache comment le gérer. Voilà, c'est tout ça qui, a priori, peut faire... ça fait beaucoup de choses qu'on fait peser sur les enfants, mais en tout cas, voilà, ce sont des petites graines qu'on peut semer et puis faire en sorte que ça porte ses fruits plus tard, quoi. Donc il y a des effets sur les enfants, il y a des effets sur les adultes, voilà, c'est ultra positif, quoi. Donc voilà, des projets comme ça, finalement, qui sont impulsés ici et là, si on se les approprie, on peut arriver quand même à changer les choses. J'espère pouvoir, dans 20 ans, voir tout ce petit monde mobilisé, justement, que ce soit dans les milieux associatifs, même d'ici là d'ailleurs, hein, sur des projets de jeunes, on voyait les radios et autres. Donc ça leur montre qu'ils peuvent faire des choses et qu'ils peuvent porter eux aussi leurs propres projets et s'engager dans la société. Voilà. Merci pour ce témoignage, puisque ça touchait principalement ça touche principalement le primaire. Et là, avec la réforme du collège aussi, il va y avoir une bonne évolution, hein, avec les relations école-collège. Donc, mais une question là.
qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pour vous, notamment en termes de moyens, alors même que si je rembobine un petit peu ma mémoire, sur la question des rythmes scolaires, par exemple, il y a eu des batailles incroyables entre des municipalités et le gouvernement sur la dotation justement qui est donnée pour la mise en place des rythmes scolaires. Donc il y a une baguette magique de la chapelle pour récupérer de l'argent. J'aimerais savoir en fait comment vous y arrivez financièrement. Alors, je pense qu'on n'a peut-être pas été tout à fait sur la ligne. Clairement, lorsque la réforme a été présentée, elle a été aussi présentée comme étant la possibilité d'offrir toutes sortes d'activités aux enfants. On dit, vos enfants vont faire de l'équitation, par exemple. Enfin, je ne sais pas si vous avez quelquefois entendu ce genre de choses, de se dire, oui, d'accord, mais bon, ça a un coût, quoi. Faut pas non plus être... Nous, on a préféré capitaliser sur nos animateurs. Et très clairement, la réforme elle nous a permis de faire intervenir des associations, mais plus en fin de journée. Pourquoi ? Parce qu'on considère, alors on a un vivier associatif à la Chapelle aussi, qui est quand même assez riche, sportif, culturel. Donc je dirais, il y a aussi cette possibilité que les enfants qui en ont la possibilité justement, soient inscrits dans ces associations. Et ceux qui restent jusqu'à 18h30 le soir, ben, ce sont ceux-là qui n'ont pas cette possibilité, et c'est sur eux qu'on a capitalisé. C'est-à-dire qu'on fait intervenir les associations, donc finalement un nombre plus restreint. On fait en sorte aussi que les enfants, ben, ils nous disent ce qu'ils ont envie de faire. Donc tous les ans, on fait un bilan. En gros, casting, est-ce que cet assaut, ça vous a plu ? Oui, non. Ben, si ça ne vous a pas plu, on passe à autre chose. Et on travaille aussi avec les équipes d'animation pour justement faire participer, on est encore là-dedans, les enfants à la décision. C'est eux qui choisissent, c'est pas les parents qui les inscrivent. Enfin bon, quelquefois ça fait débat auprès de certains parents. Mais je pense que, voilà, on n'a pas été dans l'offre catalogue. Ça nous a été parfois reproché. On a aussi considéré que les enfants, après une journée dense, c'était peut-être pas mal de leur offrir une demi-heure, en l'occurrence, à faire des grands jeux avec les copains sur la cour ou des choses comme ça. Donc en fait, sur ce temps-là, on ne fait pas intervenir les associations, elles interviennent plus tard pour ceux qui ont des longues journées. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pas tellement, mais... On n'a pas autant d'associations que cela, en fait, qui interviennent. Parce que c'est bien aussi pour rémunérer les animateurs associatifs, alors pour ceux qui sont salariés, bien sûr, et puis il y a aussi des bénévoles qui interviennent. Donc le coût, peut-être pour nous, est moindre, parce qu'il y a moins d'enfants et il y a moins d'activités. Et voilà. Sur la formation des animateurs ? Oui, formation des animateurs. Donc là, ce que j'expliquais tout à l'heure, avec l'IREPS notamment, c'est vraiment sur des pratiques, je dirais, dans la relation qu'ils peuvent avoir avec les enfants, et même les relations qu'ils peuvent avoir entre eux. Ça, c'est le plan de formation de nos animateurs. Donc voilà, c'est vrai que vous avez raison, il faut aussi, à un moment donné, considérer qu'il faut mettre des fonds là-dessus. Donc leur apporter des compétences et puis en faire des professionnels de l'animation, en tout cas quand ils veulent le devenir, accompagner cette professionnalisation des animateurs, parce que c'est un vrai métier, quoi. Donc il faut des vraies compétences et des gens qui ont vraiment envie de le faire. Voilà. Merci. La parole vous est donnée, du coup, quelqu'un voudrait poser une question, intervenir, un témoignage ? Ah oui. Tout à l'heure, quand vous avez rediscuté du titre du Café Citoyen ce soir, où se joue l'expression citoyenne, à part Pascal Massiot qui a exprimé le fait que pour lui ça se jouait à l'école, j'étais surpris que dans la question que vous posiez, vous ne faisiez pas le lien avec le lieu, tout simplement. Et j'aimerais bien entendre mesdames de Bondiblog exprimer leur avis sur le fait que l'expression citoyenne qu'elles ont pu véhiculer, auquel elles peuvent participer, pour les personnes qui étaient concernées, enfin pour leur public, est-ce que ça correspondait bien à un attachement à un lieu ou à une présence à un lieu, ou le fait de vivre à Bondy ou autour, et est-ce que ça a un sens dans ce que vous faites ou pas, parce que ça n'a pas du tout été évoqué jusqu'à présent. Je ne sais pas si c'est l'heure tardive, c'est le fait que j'ai beaucoup parlé qui fait que je n'ai pas très très bien compris. Mais est-ce que peut-être... Ouais. Pardon. Hein. Dans la question du Café Citoyen ce soir, où se joue l'expression citoyenne, Pascal Massiot a répondu qu'à son avis, ça se joue à l'école.
Et moi, je pense que c'est aussi indissociable du lieu dans lequel on vit. Parce qu'en fait, on est citoyen quand on vit quelque part. Et vous n'avez pas du tout exprimé dans vos témoignages ce lien-là, le lien avec parce qu'en fait, le lieu où s'exprime cette expression citoyenne, le lieu, c'est le Bondi Blog, en fait. C'est le lieu où se fait l'expression citoyenne médiatique. C'est les conférences de rédaction, une fois par semaine, où les blogueurs viennent pour proposer leur sujet, raconter ce qui se passe dans leur quartier, mettre en avant des initiatives de leur quartier, mettre en avant des militants qui mettent en place des initiatives originales, intéressantes, dont on n'a pas beaucoup parlé. Donc le Bondi Blog, c'est aussi un endroit où on se retrouve tous ensemble, juste pour échanger autour d'un café. C'est aussi l'endroit où on reçoit des personnalités. Là récemment, on a reçu Jacques Toubon, où les blogueurs ont pu poser des questions qui pour eux étaient les plus intéressantes, toujours parce qu'ils vivent dans ces quartiers-là et qu'ils vivent ces réalités-là. Donc ils interpellent les décideurs, ils interpellent les institutions en fonction des témoignages qu'ils ont dans leur entourage, leur proximité, les gens avec qui ils vivent, les militants associatifs qu'ils côtoient. Donc le Bondi Blog, c'est vraiment le lieu, pour nous en tout cas, de cette expression citoyenne. Mais après, nous, on va aussi dans les quartiers... Pardon ? Tout à fait, on va dans les quartiers. On a tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, monsieur, mais tout à l'heure on a parlé de ce long reportage qu'on a fait, que Leïla a fait avec Cozy Pastakia, donc un autre blogueur, à la Grande Borne, à Grigny, à Viry-Châtillon. On a passé du temps pour justement comprendre quelle était la réalité sociale de ce quartier, parce qu'on n'y vit pas, c'est dans le 91, c'est assez loin de la Seine-Saint-Denis, donc on y a été. Effectivement, les interventions dans les établissements scolaires qu'on fait assez régulièrement. Leïla suit une classe de Saint-Ouen-l'Aumône. Moi, je suis une classe de la Courneuve. On a fait aussi récemment des interventions au lycée Mozart, au Blanc-Ménil. Tout ça, ce sont aussi des lieux où on va raconter l'expérience du Bondi Blog pour donner envie aux jeunes, de prendre la parole. Prendre la parole, pas pour dire tout et n'importe quoi, prendre la parole dans le cadre de cadres très précis. Ça peut être une association de quartier, ça peut être le Bondi Blog, ça peut être d'autres expériences médiatiques, mais leur montrer, leur dire que c'est possible et qu'il y a des endroits où le faire. Ce qui manque souvent dans le récit qui est apporté aux jeunes en règle générale, c'est la notion de référence, de modèle. Ils ont besoin de ça. On a tous besoin pour avancer dans la vie. On a tous eu des gens qui nous ont inspirés, des gens qu'on avait envie de suivre parce qu'on considère qu'elles sont inspirantes. C'est ce qu'il faut pour les jeunes, et parfois le Bondi Blog, c'est ce qu'on entend en tout cas de la part des professeurs qui nous sollicitent, parce que c'est souvent ou quasiment que eux qui nous sollicitent, c'est vraiment de eux que viennent les sollicitations. Souvent on nous dit mais le Bondi Blog, c'est une manière pour nous de leur faire comprendre qu'ils peuvent prendre la parole, qu'ils peuvent s'exprimer, qu'ils peuvent dire des choses dans un endroit encadré, avec des journalistes professionnels qui peuvent, encore une fois, bien cadrer la parole et leur apprendre des codes. Là, en l'occurrence, c'est des codes journalistiques, leur apprendre une méthode, leur apprendre une façon d'écrire, etc. Donc, pour nous, oui, le lieu, c'est le Bondi Blog, mais ce qui ne nous empêche pas, évidemment, dans le cadre de notre travail journalistique et dans notre cadre de travail d'éducation aux médias, d'aller faire et exposer ce travail-là dans d'autres endroits, et notamment dans les quartiers populaires. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si je n'ai pas répondu, allez-y. Hein. En tout cas, merci d'avoir essayé de répondre à ma question. Je suis désolée. Non, elle était peut-être pas suffisamment claire. J'ai l'impression qu'il y a forcément certains thèmes pour lesquels j'ai un comportement citoyen parce que je suis attaché à ma commune, sur certaines problématiques de la commune. Je peux être citoyen à l'échelle de la nation si j'ai par rapport à des sujets qui impactent la nation, ou à l'échelle de la planète si j'ai des sujets qui impactent la planète. Et en définitive, l'expression citoyenne, elle se situe à plusieurs niveaux. Et effectivement, je suis arrivé juste à la fin de l'exposé de votre collègue, donc je n'avais effectivement pas entendu le travail de reportage dans les quartiers. Mais c'est cette dimension-là que je n'avais pas trouvée dans ce que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, après c'est vrai que, pour justement un peu prolonger ce que vous dites, monsieur, notre niveau à nous, il est très local.
C'est vraiment un niveau de proximité parce que c'est l'ADN du Bondi Blog. Il est né de ce média créé par des journalistes suisses pendant les révoltes pour expliquer, voilà, sociologiquement parlant, économiquement parlant, quelle était la réalité de ces quartiers. Donc on est imprégné de ça et on considère que c'est le niveau le plus pertinent pour être au plus près de la précision, de la finesse, à la fois des acteurs qui font les quartiers, des initiatives, des limites, je vais pencher ma tête parce que des limites, etc. Donc nous, on considère que c'est le niveau le plus pertinent pour être au plus précis des réalités, et parce qu'il y a un besoin aussi, c'est-à-dire que malheureusement les grands médias, avec de toute façon le flux d'informations qui existe, et on est tous de toute façon envahis, noyés dans ce flux d'informations, soit n'ont pas les moyens, ou soit en tout cas ne se donnent pas les moyens d'aller justement au plus près. Alors on a des antennes locales, il y a le réseau France Bleu par exemple, ou il y a le réseau France 3, mais avec un autre ton qui est le nôtre, ça n'existe pas. Donc on considère qu'à la fois c'est le plus pertinent, et en plus de ça on considère qu'on apporte quelque chose en plus. Donc c'est pour ça qu'on choisit vraiment le niveau de proximité locale. On a fait le tour? C'est bon? Une question, monsieur, là-bas? Alors je pense qu'on a des moyens d'information très nombreux, quels qu'ils soient, et comme vous l'exposez là, d'autres qu'on peut contester l'information qui est donnée, mais il y a beaucoup on est bien informé si on veut, donc l'information citoyenne existe, mais quand on pense que cette information citoyenne doit déboucher vers le citoyen, c'est-à-dire vers la société, l'engagement dans la société, le vote peut être aussi un moyen de définir ce qu'on veut. Et quand on s'aperçoit actuellement qu'il y a 50% des gens qui ne votent pas, on peut se poser la question, est-ce que c'est... Ou alors quand ils votent et qu'on a des élus qui sont élus avec 12 ou 13% de la population, et on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont mal informés, ou est-ce que c'est le système démocratique qu'on appelle qui n'est plus du tout dans le coup. D'autant plus qu'on a aussi, on arrive tranquillement vers une mutilation complète de cette information si on continue les votes comme ils sont actuellement. Alors moi j'ai envie de vous poser du coup une question, monsieur. Puisque vous dites qu'on est bien informé, est-ce que vous considérez, par exemple, dans les interviews politiques qui nous sont proposées au quotidien par les radios, par les chaînes de télé, ou dans les débats, par exemple, que nous propose la France 2, est-ce que vous trouvez que vos préoccupations du quotidien sont réellement interrogées? Est-ce qu'il y a la place suffisante pour ces préoccupations? Je n'ai pas dit qu'on était bien informé, j'ai dit qu'on était informé, qu'on peut contester la forme d'information que l'on a. On peut le dire, on n'est pas d'accord ou pas d'accord, mais en fin de compte, il y a quand même des moyens d'information. Et la preuve, c'est que vous en faites un qui n'est pas avec ce qu'on a officiellement avec les systèmes d'information. Mais malgré ça, à cause de ça peut-être, il y a 50% des gens qui ne se déplacent plus pour orienter la société, si on pense que le vote, c'est le système démocratique qui doit nous... Mais justement, c'est justement ce que je vous disais, c'est-à-dire que moi, par exemple, les émissions politiques qui nous sont proposées une fois par semaine par France 2 ne me satisfont pas, parce que je ne me satisfais pas d'émissions qui sont phagocytées sur des questions identitaires, alors même dans un pays où il y a 10% de chômeurs. Je ne me satisfais pas d'émissions où on nous parle de pain au chocolat, je ne me satisfais pas d'émissions où on nous parle que d'islam, alors qu'autour de moi, les préoccupations majeures, c'est est-ce que je vais pouvoir avoir un logement parce que j'ai pas de CDI et qu'aucun propriétaire ne veut de moi tant que j'ai pas de CDI, et j'en ai beaucoup autour de moi, des gens qui n'arrivent pas, qui veulent se mettre qui veulent se marier, avoir un appartement, qui ne peuvent pas et qui sont obligés de vivre chez leurs parents ad vitam aeternam, des gens qui sont bac+5 et qui n'arrivent pas à trouver de travail, qui sont obligés d'imaginer
imaginer de partir au Canada ou en Angleterre. Voilà moi ce que je vis autour de moi. Et ça, malheureusement, honnêtement, et pourtant moi j'ai été journaliste télé, j'ai travaillé à France 2, j'ai travaillé à iTélé, donc je suis d'autant plus bien placée pour critiquer ça. Je n'ai pas ça, on ne me propose pas ça, et c'est un problème. Et du coup ça rejoint ce que vous dites sur l'abstention. Comment aller voter pour des personnalités qui ne répondent pas à mes préoccupations, qui répondent bien ou pas, mais en tout cas qui proposent quelque chose de manière programmatique. C'est problématique. Si je comprends bien, c'est de la faute aux moyens d'information ou si les gens ne vont pas se dépasser. Je pense qu'on ne peut pas faire ce... Pas que. Pas que, mais alors... Pardon ? Pas que. Non, pas que. Je vous parle à la fois effectivement des personnalités politiques qui, pour moi, ils sont en faillite sur leur programmatique et qui ont compris que pour aller récupérer des votes à l'extrême, eh bien, il fallait faire simple. Et après, effectivement, il y a la responsabilité des médias. Il faut que de toute façon tout le monde reconnaisse sa part de responsabilité. La responsabilité n'incombe pas à un seul acteur et que chacun est responsable effectivement du moment qu'on est en train de vivre et de la faillite démocratique qu'on est en train de vivre. Donc voilà. Moi je crois que la responsabilité est assez partagée effectivement, comme dirait... comme l'a dit à l'instant Nassira, et c'est vrai que la qualité de l'expression citoyenne dans les gros médias, les médias mainstream, comme on dit en bon français, eh bien, participe aussi de la désaffection des gens pour aller voter. Ça, il y a quelque chose qui est presque mécanique, forcément. De stigmatiser sur les questions islamiques, même s'il ne faut pas les éviter, mais de voir que la société par ce bout-là, c'est pratique en plus. On agite un petit chiffon rouge. Oh, l'islam c'est forcément tous des islamistes. Pendant ce temps-là, on ne parle pas des problèmes économiques, on ne parle pas des problèmes sociaux, ça s'appelle un écran de fumée. Sarkozy l'a fait à de nombreuses reprises, le gouvernement actuel le fait, et on va aller dans une campagne des présidentielles qui va être sur des questions identitaires, où les tensions vont être de plus en plus vives. Évidemment, ça évite de parler de ce qui fâche, c'est-à-dire les problèmes économiques, les problèmes sociaux, ce que disait Nassira, les gens qui ont des problèmes de logement, enfin, droit fondamental à pouvoir se loger. Non, on va essayer de caricaturer des territoires, voilà. Même s'il ne faut pas occulter ces problèmes de religion, de tension, d'intolérance qui peuvent être de part et d'autre. Mais où on met le curseur de tout ça ? Je crois qu'il y a une vraie responsabilité médiatique là-dessus qui phagocyte, qui castre quelque part l'expression citoyenne. L'expression citoyenne qui doit être ouverte, qui doit concerner toute la vie de la cité. Hein, c'est ça. La politique, c'est ça. Et bien là, la faillite de nos élites, qu'elles soient médiatiques ou politiques, la raison est là. C'est-à-dire qu'on n'aborde qu'une partie des sujets. Et on fait du spectacle, comme dirait Guy Debord. On voit bien le cirque que ça représente, avec cette collusion politico-médiatique. Alors moi j'avais une question, j'ai pas pu poser au Bourdi Blog. Vous qui vous posez... Non, mais je prends le pouvoir, j'ai la parole, je prends le pouvoir. Vous qui vous posez au départ comme un média autrement, il y a pas mal de liens, vous avez pas mal de liens avec les médias mainstream. Tu l'as dit, Nassira, iTélé, voilà, les LCP, tout ça. Comment on peut être à la fois différent et prendre part à... Alors, soyons précis, quand tu dis, on va se tutoyer parce qu'on s'est tutoyé tout à l'heure, mais quand tu dis pas mal de liens, on a des parcours. Donc forcément, on a exercé dans des rédactions avant et c'est parce que justement on n'a pas été satisfaite. En tout cas, je parle de Leïla et moi parce qu'on a eu souvent cette discussion toutes les deux. On n'a pas été satisfaite de la façon d'exercer notre travail. Que ce soit dans la ligne éditoriale, que ce soit dans les moyens affectés, que ce soit dans les priorités ou pas données à l'information, qu'on a décidé de partir ou qu'on a décidé de s'engager encore plus sur le Bourdi Blog. Donc tout ça est lié. Les liens qu'on a, pas mal de liens, ça se résume à LCP et à Libération. Voilà.
Donc voilà, LCP, c'était dans le cadre de l'émission qu'on avait sur l'émission du Bondi Blog Café. Et Libération, c'est un partenariat entre le Bondi Blog et eux, avec des opérations spéciales qu'on met en place avec eux. Par exemple, l'année dernière, on a fait un numéro spécial qui s'appelait Libé au Karcher sur les 10 ans des révoltes sociales dans les révoltes urbaines dans les quartiers. Oui, juste pour rebondir, monsieur, sur ce que vous disiez, c'est important parce que on peut pas mettre tous les médias quand même sur le même niveau. Nous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, d'abord, on s'en cache pas. On a 130 000 € de budget par an. Alors, faites comparaison avec le budget, par exemple, de France Télévisions. Je sais pas, je connais pas. Imaginez la redevance que vous payez tous les ans et multipliez par le nombre d'habitants en France, en tout cas de foyers fiscaux, et vous aurez au moins une perception du budget de France Télévisions, sans compter après les recettes publicitaires. Voilà, on ne peut pas non plus demander responsabiliser des médias comme le nôtre, ou des médias comme Fragile, comme Jet FM, ou comme d'autres, en comparaison à des médias qui ont un budget incroyable, et surtout qui ont une mission de service public. Enfin, c'est surtout ça, quoi. C'est-à-dire que ce sont quand même des médias qui sont censés avoir une mission d'intérêt général. Et quand on dit une mission d'intérêt général, c'est d'être dans l'intérêt du public. Et donc dans l'intérêt forcément du citoyen, de l'éclairer au maximum dans le cadre d'échéances électorales, mais pas que, dans le cadre du débat démocratique. Je trouve qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, mais le service public ne remplit pas ce rôle. Alors, c'est sans doute vrai. Je trouve qu'il ne remplit pas ce rôle non plus. On parlait de laïcité tout à l'heure. Je trouve inepte qu'il y ait des émissions religieuses comme le Jour des Seigneurs ou d'autres religions sur une radio, sur une télé de service public. Je ne comprends pas. Ça fait le Jour du Seigneur, je crois que ça fait 40 ans que ça dure, mais moi je paye ma redevance, mais je bats ma coupe, hein, pour reprendre une expression un peu religieuse. Mais c'est incroyable. Et je crois que effectivement, je te rejoins complètement, Nassira, c'est-à-dire que les médias de service public doivent rendre service au public, et on voit bien que l'écart est là et qu'il y a vraiment une transgression de la loi de 1905 depuis trop longtemps, et que ça participe pas au débat citoyen, en tout cas. Très rapidement, par rapport aux émissions religieuses, moi je les ai regardées, parfois ça m'arrive de les regarder, tomber dessus. Ce ne sont pas des émissions de prosélytisme. Ce sont des émissions, en tout cas moi c'est comme ça que je les ai toujours vues, d'information, de la pratique d'un culte, de communautés avec lesquelles on vit. Et moi je trouve ça bien que le service public donne à voir l'exercice d'un culte, du culte protestant, du culte musulman, du culte juif, du culte catholique. Et moi je trouve ça important, surtout, on ne peut pas mettre tout ça sous le tapis en disant non, je ne veux pas voir, c'est la laïcité. Non, la laïcité c'est pas que ça, c'est aussi la liberté d'exercice du culte, le fait de laisser les gens choisir leur culte, leur religion, et de pouvoir l'exercer. Et moi je trouve pas ça malsain de comprendre aujourd'hui comment les musulmans exercent leur culte, comment une certaine partie des juifs le font, une certaine partie des chrétiens. Je trouve ça plutôt même important dans la vie en communauté. Ce sera intéressant si ces émissions... Mais il ne faut pas que ce soit du prosélytisme, je suis d'accord, mais jusqu'à présent j'en ai pas vu. Ça serait intéressant si c'est des émissions qui étaient animées par des gens qui sont à l'extérieur de ces religions. Et ils sont toujours faits par des gens du culte. Et les athées, c'est un peu un autre sujet, peut-être. Oui, moi je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur la possible responsabilité du citoyen, quand même, aussi. C'est vrai qu'on a une offre, quand même, journalistique et aujourd'hui très diverse. C'est vrai que les médias traditionnels ne sont pas forcément de grande qualité, mais dans les années 50-60, il n'y avait que ça. Et les taux de participation aux élections étaient beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Donc là, il y a un paradoxe. Aujourd'hui, on a quand même des possibilités, objectivement, de s'informer qui sont multiples. On peut aller sur le site du Bondi Blog, on peut trouver des informations critiques, il y a de la désintox, il y a des décodeurs. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même des éléments qui sont donnés aux citoyens que nous sommes, qui sont importants, intéressants, et qui n'existaient pas il y a encore 20-30 ans.
Donc il y a une forme de désaffection qui peut paraître un peu paradoxale, malgré tout. Donc je pense que les citoyens peuvent aussi être un peu consommateurs. Et je ne crois pas qu'on puisse imputer uniquement la responsabilité aux politiques et aux médias, quoi. Voilà. Au point où on en est, j'en ai un petit peu assez d'être uniquement animateur. D'abord, je ne sers même plus à rien, donc ça va, le micro, il passe très très bien. Simplement parce que, oui, ce qui me fait réagir en même temps dans le débat, c'est qu'on parle beaucoup de médias. Il y a des médias, il faut peut-être aussi s'intéresser aussi de qui sont les propriétaires aussi de certains médias. Donc, ah bah oui, mais c'est pour ça que je voulais prendre le micro. Non, mais c'est vrai, il faut quand même s'intéresser aux propriétaires. Je pense que, et c'est pour ça que lors de l'émission tout à l'heure de Jet, quand il y avait l'idée du financement, bon, c'était pas de la taquinerie, c'était justement intéressant de savoir que derrière il y a une fondation avec un milliardaire qui finance, lui il doit s'y retrouver aussi d'une certaine manière. Mais vous au moins, l'avantage c'est que votre ligne éditoriale, c'est vous qui la maîtrisez. Alors, voilà. Alors qu'on voit bien qu'il y a quand même des médias pour lesquels ce n'est pas le cas. ITélé, par exemple, en ce moment, c'est pas pour rien si vos collègues sont en grève. Donc il y a cette première entrée, moi, qui m'interpelle terriblement. Et quand on voit que ce sont les mêmes propriétaires de ces médias qui, quelque part aussi, financent certains politiques d'une manière ou d'une autre, on a aussi vraiment des questions à se poser. Maintenant, sur le service public, je sais que j'ai la chance de payer des impôts, et c'est ce que je dis toujours, je voudrais encore en payer plus, pour avoir un service public aussi, et puis qui tienne la route. Mais ce service public, au niveau des médias, je suis un adepte de France Inter, France Culture et autres. Et bien sur France Inter, il n'y a rien qui m'exaspère plus quand on traite d'un sujet tous les jours. C'est le même économiste, par exemple, qui va arriver et puis qui est clairement ciblé. Alors que, payant des impôts, moi je demande, et j'écris souvent à France Inter en disant, mais est-ce que l'on pourrait avoir justement de l'information contradictoire aux mêmes heures, de manière à ce que justement on puisse avoir une éducation aussi du citoyen. Parce qu'en effet, je réponds à ma question tout à l'heure, on ne naît pas citoyen, c'est une évidence. On le devient, mais ça c'est par la formation, et je suis d'accord avec toi Pascal, ça peut commencer par l'école, mais ça n'est pas suffisant. Et à partir de là, je pense que nous aussi, il faut qu'on réagisse. Mais pour réagir, c'est ça le problème. L'œuf et la poule, c'est que pour réagir, il faut être citoyen. Mais comme il faut être formé, eh bien, vous voyez un peu ce que ça donne. Bon, oui, l'animateur maintenant. Alors moi j'ai une dernière question, enfin vous pouvez avoir une dernière, peu importe. Allez, la petite dernière. Merci. Alors, du coup, ma question va vraiment on va se resserrer sur des choses beaucoup plus proches et loin des grands enjeux, des grands médias, des financiers qui les détiennent, etc. Et qui s'adressent à vous tous présents sur le plateau, tous vos médias. Puisque vous permettez à des citoyens, entre guillemets, lambda de s'exprimer au sein de GTFM, au sein de Fragile, au sein du Bondi Blog. Donc je parle plutôt de vos contributeurs, enfin également les gens que vous permettez de témoigner, mais avant tout vos contributeurs. Ma question c'est, est-ce que vous arrivez à identifier un petit peu ce qui permet à ces gens-là de s'autoriser à prendre la parole, d'oser franchir la porte, d'oser saisir le micro et voilà, prendre cette initiative. On en parlait tout à l'heure avec une assiette pleine de gâteaux. Je pense que, en ce qui concerne un média associatif, c'est la différence avec un média, j'allais dire commercial ou service public. On est vraiment là aussi, je vais reprononcer les deux mots éducation populaire. On a un rapport au temps qui est très différent, il y a une dimension d'apprentissage, et ce qui permet aux gens de prendre confiance en eux pour proposer un moment radiophonique, en ce qui concerne, c'est qu'ils savent qu'ils vont être accompagnés, et qu'il n'y aura pas une obligation de résultat, mais de notre côté une obligation de moyens, et qu'on ne va pas leur tomber dessus si ils ne l'ont pas livré de façon très propre. Voilà. Moi j'ai diffusé des choses qui
d'un point de vue technique, n'était pas où il y avait des pains, comme on dit, hein, il y avait des choses, ou des plosifs comme ça, des choses comme voilà. Mais c'est le fait, c'est la bienveillance. Moi, c'est un mot que j'aime bien, la bienveillance. On fait confiance, on sait qu'il y a un projet. C'est ce que je te disais, Joël, tout à l'heure. Hein. Dès l'instant où il y a un désir de faire quelque chose, de la radio, la chose que je connais le plus me concernant, eh bien, où il y a un désir, il y a un chemin. Hein, voilà. Et ça, c'est nos médias associatifs qui permettent ça, justement, de produire un moment d'information qui peut être éclairant, une information citoyenne, on l'espère, en tout cas, c'est notre ambition, et d'avoir ce parcours qu'on fait un peu main dans la main, et on arrive à révéler des potentialités. J'ai plein d'exemples de gens qui se sont révélés comme ça parce qu'il y avait cette proposition faite qui était sincère et qui correspondait à notre structure, à notre nature associative de médias. Pour le Bondi Blog, les raisons elles sont nombreuses et différentes. On a certaines personnes qui veulent se réapproprier la parole parce qu'elles ont à un moment donné estimé qu'elle avait été volée, déformée par les médias. On avait déformé leurs propos, déformé leur quartier, et donc ils veulent se réapproprier la parole pour rendre compte de leur réalité, de leur quotidien. On a des jeunes qui viennent parce qu'ils veulent se diriger vers des métiers liés à l'information. Donc ils savent qu'en venant au Bondi Blog, ils vont être formés, accompagnés, encadrés. On a aussi des journalistes qui ne sont pas forcément bien, à l'aise avec la ligne éditoriale de la rédaction dans laquelle ils travaillent. Ils savent qu'au Bondi Blog, il y a une totale liberté et indépendance et qu'ils savent qu'ils pourront réaliser les reportages qu'ils souhaitent. Donc ils viennent au Bondi Blog pour ça. Donc il y a vraiment plein de raisons. Il y a aussi des jeunes, des collégiens, des lycéens chez qui on a, dans les établissements scolaires où on est intervenu, et ils viennent quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard parfois, taper à la porte du Bondi Blog pour nous dire je me souviens, vous êtes intervenu, ça m'a intéressé, j'ai envie de, à mon tour, contribuer à ma manière au Bondi Blog. Voilà. Donc il y a plein de raisons. Ce qui fait, Joël, pour répondre à ta question, ce qui fait que les jeunes se disent qu'ils peuvent venir chez nous, parce que, faut pas croire, mais il y a parfois aussi un phénomène d'autocensure même en venant chez nous. Parce que ça peut être aussi impressionnant. Aujourd'hui, le Bondi Blog est un peu installé, les gens le connaissent, même si nous, on sait avec quel peu de moyens on travaille, mais c'est vrai que c'est devenu quand même une sorte de label, reconnu, etc. Donc ça peut impressionner. Je sais que ça impressionne certains jeunes qui se demandent, mais est-ce que je peux pouvoir écrire? Ça m'a l'air un peu waouh. Donc ça existe aussi. Maintenant, ce qui fait qu'ils viennent, c'est que quand ils viennent aux conférences de rédaction, en général, ils envoient un mail en disant voilà, j'aimerais venir. On leur dit ok, tu viens, la conférence de rédaction, c'est le mardi à 19h, c'est ouvert à tout le monde, tu peux venir. Les deux raisons pour lesquelles ils restent, je pense, c'est le temps. C'est-à-dire que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas d'obligation de résultat. Il y a parfois des personnes mettent 2 semaines à écrire, et d'autres parce que voilà, il y a un talent, il y a une facilité, etc. Et puis il y en a qui mettent 6 mois, 7 mois, 8 mois. Il y en a qui n'écrivent presque même pas toute l'année, mais c'est pas grave, parce que c'est aussi une expérience collective, parce que c'est aussi une manière aussi de leur donner confiance, de faire en sorte qu'ils puissent intégrer un groupe, appartenir à une collectivité, et c'est important aussi qu'ils puissent se dire que c'est possible de le faire dans ce cadre-là associatif, et que peut-être c'est possible aussi de le copier, de le dupliquer à l'école, par exemple, ou peut-être il y a des difficultés liées à la pression scolaire, etc., aux notes et tout ça, donc ça c'est important, donc le temps. Et la deuxième chose, et c'est ce que je disais tout à l'heure, qui est très importante, je pense, et qui manque beaucoup, c'est la question des modèles. C'est-à-dire qu'ils ont en face d'eux des jeunes des quartiers qui ont réussi à faire des écoles de journalisme, qui sont rentrés dans le moule, en fait, dans lequel on nous demande, même on nous impose même de rentrer. Donc on a joué le jeu. Toutes les trois, on est diplômés d'école de journalisme. Moi, je suis diplômée de l'ESJ Lille, Leïla de l'IPJ et Inès du CFPJ. Donc on leur montre que c'est possible, mais on leur montre aussi que même nous qui sommes passés par des grandes écoles, par des grandes rédactions, on s'en est pas satisfait, et on trouve qu'au Bondi Blog, il y a aussi quelque chose à faire, quelque chose à créer, que ça fait 11 ans effectivement que le Bondi Blog existe, et il y a encore plein de choses à faire, plein de productions à produire, et donc ça donne aussi des possibilités de pas juste rêver d'être journaliste dans une grande rédaction. Je pense qu'on en a toutes rêvé, on y est passé, qu'on a un petit peu déchanté, et que en revanche on sait que là où on est aujourd'hui,
on fait du journalisme de qualité, avec peu de moyens certes, mais de qualité avec une liberté de ton, et sans injonction éditoriale complètement farfelue. Donc voilà. Et je vais peut-être compléter pour parler des plus jeunes qui sont au Bandiblog. Enfin, tu demandais à Joël pourquoi on va venir pousser cette porte. Enfin, je pense que certains se rendent compte qu'il y a une vraie confiance et qu'on laisse la parole à des très jeunes de 14 ans d'écrire des articles et d'être publiés sur un média qui est repris entre autres par Libération, mais par plein d'internautes qui partagent nos papiers. Et c'est vraiment cette envie aussi de se dire qu'on va pouvoir parler, on va pouvoir s'exprimer, dire ce qu'on pense et le partager avec d'autres. Et on ne peut pas faire ça dans tous les médias, et c'est ce qui fait la marque aussi du Bandiblog, c'est qu'on est ouvert à beaucoup, enfin on est ouvert à tous. On a tous poussé cette porte sans a priori, en se disant on me laisse venir, on va me laisser parler. Et c'est ce qui se passe pour chacun de nous. Il y a plein de blogueurs qui viennent 2-3 mois tout seuls, et le 4e mois ils viennent avec un ami parce que l'ami s'est rendu compte que lui finalement écrivait, pouvait contribuer au blog. Et l'équipe s'agrandit aussi comme ça par des collègues de travail, des étudiants de fac qui sont dans la même promo et qui se rendent compte qu'en fait c'est vraiment possible de partager son point de vue. Et c'est vraiment cette liberté-là en fait qui fait que les gens poussent la porte aussi du Bandiblog. Oui, alors en ce qui concerne Fragile, c'est un petit peu tout ça aussi. Comme par hasard, mais j'arrive en dernier alors forcément. Allez, merci, au revoir. À bientôt. Les jeunes qui arrivent, qui poussent la porte de la rédaction de Fragile, en général, ils sont déjà surmotivés pour s'exprimer sur des sujets bien précis. Ils ont envie de parler de choses. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Ils sont souvent un peu bloqués pour des questions techniques. Voilà, je ne sais pas comment on écrit un article, je ne sais pas comment on prend une photo, je ne sais pas comment on réalise une vidéo. Et bien venez, on va l'apprendre ici. Et c'est tout, je pense, l'intérêt des médias comme les nôtres, qui sont aussi à un moment donné des espaces de formation ou d'échange. Alors de formation, pas forcément du professionnel envers le contributeur bénévole, plutôt de la formation de pair à pair, plutôt de l'échange de compétences, de l'échange de savoir, parce que dans notre réseau, on a effectivement des journalistes professionnels déçus du système traditionnel médiatique, ça, il n'y a pas de souci, moi le premier. On a des photographes, pas forcément journalistes, mais photographes. On a plein de gens avec plein de compétences qui ont envie de les partager. Donc allons-y, allons apprendre ensemble des choses sur ce terrain-là. Donc déjà, une fois qu'ils ont passé cette étape-là, en général, ils sont rassurés et ils se donnent les moyens de produire de l'information sur le site de Fragile. Après, il y a aussi évidemment la liberté éditoriale qu'on va laisser. On est nous sur une ligne culture et société, alors c'est quand même assez large aussi. Mais à l'intérieur de notre entrée culture, par exemple, on laisse vraiment une liberté assez large, quitte à des fois perdre en visibilité, mais c'est pas grave. Le but du jeu, c'est que les contributeurs s'expriment sur le dernier rappeur du coin ou le dernier opéra qu'il y a eu à Nantes. Voilà, et c'est cette confrontation aussi d'envie qui, à mon avis, rend le média intéressant. J'avais noté d'autres trucs, mais je crois que c'est bon. Et puis oui, on n'a pas d'enjeu économique. On n'est pas, nous, en train de vendre de la pub, voilà. Donc, si vous voulez, on va laisser une liberté à nos contributeurs en termes de temps, en termes de place qu'on va leur donner, qui est assez agréable. Et en général, ça fonctionne, ça séduit plutôt bien. Merci. Alors, en fait, tout ça, ça va peut-être inciter les gens à pousser votre porte et les conforter ensuite à rester, à être accompagnés. Et pour aller un petit peu plus loin dans ma question c'était aussi de l'expression citoyenne. Donc de quel citoyen on parle, de quel profil en fait on parle et comment sont armés entre guillemets ces fameuses personnes qui poussent vos portes. Pourquoi eux poussent la porte et pas d'autres? C'était un peu aussi ça ma question. En ce qui concerne Fragile, on est, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est un média installé au quartier des Dervalières à Nantes. Mais on n'est pas né d'une initiative issue du quartier. C'est-à-dire qu'on a à un moment donné, il y a 12 ans, enfin non, il y a moins que ça, on a décidé de s'installer là-bas.
Voilà. Et donc, il se passe un truc qui est assez chouette, qui est une confrontation de public. Voilà, on a des contributeurs qui n'auraient très certainement jamais mis un pied au quartier des Hervalières s'il n'y avait pas eu à un moment donné ce média-là. Je pense que c'est un peu la même chose avec Jet et le quartier Bellevue. Et ces gens-là voilà, vont rentrer en relation avec des gens qui habitent ce quartier-là et qui, eux aussi, ont envie de faire un média, quoi. Ça ne répond pas du tout à ta question, c'est ça? Non, ma question portait plutôt sur le profil voilà. des personnes qui vont oser. Qu'est-ce qu'elles ont comme bagage intellectuel ou autre, peu importe, mais qui va faire en sorte que ces personnes-là vont oser, ou peut-être auront une motivation comme apporter une parole différente, un témoignage différent et de ce qui peut être erroné dans les médias sur leur situation et leur quartier. Mais en tout cas, qu'est-ce qui va faire en sorte que certaines personnes vont prendre la parole et d'autres non? C'était plutôt ça ma question. C'est une bonne question. Certains ont vraiment une envie de devenir journaliste. Certains ont vraiment une envie de s'exprimer d'un point de vue médiatique. Voilà. D'autres, au fil des collaborations, vont être plutôt intéressés par des thématiques qu'ils ont vues dans notre magazine, qu'ils ont vu traiter dans notre magazine. Et c'est donc aussi ça qui va leur donner cette envie. Il y a plein de profils différents au sein de nos contributeurs à Fragile, et des profils qui vont s'enrichir les uns les autres. Mais très difficile de faire un profil type, en fait. Pour répondre à ta question, je rejoins. Alors, les motivations, elles sont diverses et variées. Nous, par exemple, on a fait paraître dans la presse une radio associative, c'est votre radio. Venez faire de la radio, c'est votre truc, ça vous appartient. On est financé très largement par des fonds publics, oui, même exclusivement. Et puis des productions qu'on fait nous-mêmes. Donc voilà, c'est ça. Tiens, je te racontais ça, Joël, tout à l'heure. On a eu un moment... On fait des appels à nouvelles émissions chaque fin de saison, c'est-à-dire vers le mois de mi-mai, on lance des choses, on dit voilà, vous voulez faire de la radio, ça vous appartient, nous on est propriétaires de rien, et on a eu des gens qui, j'arrive plus à me rappeler le nom de cette association, qui regroupe des gens qui ont des problèmes psychiatriques, ils sont psychotiques, névrotiques, maniaco-dépressifs, tout ça. Et ils nous ont envoyé un dossier, ils nous ont dit voilà, on n'a jamais fait de radio, nous avons ces pathologies-là, on aimerait parler de nos maladies, mais de ce qu'on fait aussi positivement. Banco, on a dit, ça c'est vraiment un truc, là, il faut vraiment recevoir ces personnes-là. Elles ont mis un temps fou à pouvoir se réunir, parce qu'évidemment, leur pathologie les entrave beaucoup dans leur vie. On les a accompagnés, c'est pas peu de le dire, mais on l'a fait vraiment, c'était très politique cet accompagnement. Ça fait 3 ans que ces personnes-là, elles ont droit de citer, droit de parole, sur notre petite radio minuscule, microscopique qui est Jet FM. Mais voilà, et on ose croire que tout ça leur permet voilà, d'avoir... Quelqu'un parlait d'estime de soi tout à l'heure, voilà, ça participe de l'expression citoyenne, pour des gens qui sont des laissés pour compte de la société. Voilà. Et ça, c'est vraiment voilà, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui motive? On n'en sait trop rien. On ouvre les portes, je pense qu'au Bondy c'est pareil, je vais vous laisser le micro bien sûr, et à partir de là tout est possible, on ouvre les possibles. C'est ça le génie de nos médias, ce qui nous rassemble et ce qui nous ressemble à tous les trois. Mais le Bondy... Il n'y a pas de profil type, mais vraiment pas du tout. Il y a des collégiens, des lycéens, des demandeurs d'emploi, des jeunes journalistes en mal d'existence dans les rédactions, des étudiants, je l'ai dit, des retraités. Voilà, il y a autant de... Enfin, vraiment une diversité de personnes et de profils. Et les raisons pour lesquelles ils viennent, c'est... alors, il y a l'effet rentrée. À la rentrée, il y a toujours les bonnes intentions. Donc, à la rentrée, on a toujours beaucoup de monde. Et puis, au fur et à mesure, ça s'étiole, etc. Mais c'est très classique, notamment dans les associations. Donc, ça, c'est très, très classique. Tu connais ça, c'est ça? Tu pourras en parler si tu veux. Voilà. Très bien. Donc, ça existe. On a des gens qui nous ont vus dans des émissions, qui nous ont entendus dans des émissions radio, ou qui nous ont vus dans des émissions télé, notamment dans le cadre du Bondy Blog Café, l'émission politique, ou dans d'autres émissions dans lesquelles on est intervenu, qui se sont sentis proches
du discours et qui ont envie de partager ce discours dans le cadre d'une démarche éditoriale. Il y a des jeunes qui nous ont vus dans les établissements scolaires et qui du coup sont intéressés. Il y a des gens qui sont tombés sur nos articles parce qu'il y a quand même un bon partage de nos papiers sur les réseaux et voilà. Donc il y a énormément de raisons tout aussi diverses pour rejoindre le Bondi Blog. Ta question, tu te demandais aussi qu'est-ce qui fait qu'un tel pousse la porte et pas un autre. Enfin, il faudrait leur poser la question directement parce que moi, j'ai pas la réponse. Je sais pas. Enfin, il y a une part aussi, on parlait d'autocensure. Peut-être que certains d'entre eux s'autocensurent et n'osent pas pousser la porte. D'autres font cette démarche-là. Moi, je ne saurais pas te répondre, je ne saurais pas te dire pourquoi un tel le fait et pas un autre. Je sais pas. Peut-être, ouais. Je voudrais poser une question encore. Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne vendez rien du tout, que vous n'avez pas de pub. Je pense que vous vendez beaucoup de choses, parce que vous vendez que des gens puissent s'exprimer. Et ça n'a pas de valeur, si on veut. Des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et ça n'a pas de valeur. Et c'est une richesse importante, mais on est peut-être à la veille, je suis pessimiste en disant ça, qu'on va vous faire taire, et c'est facile. Hein. Au lieu de vous donner 130 000 francs, on vous donne 20 000 francs. Et vous êtes complètement... Et on parle que de vous. D'euros, oui. Excusez-moi. C'est normal, avec ces cheveux blancs, on parle... Je suis encore ça. Non, mais quand je disais qu'on vendait rien, voilà, c'était juste pour dire qu'on avait aussi une liberté éditoriale, on n'avait pas les contraintes. Attends, je finis la question, si tu veux, puisqu'on est peut-être à la porte, en étant très pessimiste, hein, ou à la veille, que de vous faire taire. Comment allez-vous réagissez-vous maintenant pour que effectivement vous pouvez vous exprimer encore? Alors qu'on soit, parce qu'on est en petit comité, donc on peut se parler tranquillement, mais quand vous dites on va nous faire taire, c'est-à-dire et quand on regarde la situation politique en France, on les fait bien taire en Turquie, et on est peut-être à la veille d'être en Turquie. Sans être pessimiste, oui, mais bon, pas la Turquie. Alors, j'essaie de mesurer les propos. Non, on est quand même bien loin de la Turquie quand même. Et vous serez les premiers à faire taire. Après, on n'est pas à l'abri. Ah, mais c'est pour ça que j'ai demandé à monsieur d'être précis, d'être clair. Donc, je voulais qu'il le dise. Donc, si vous parlez de Marine Le Pen, c'est ça? Oui, mais voilà. Bien sûr, je pense que tout le monde a compris. On le comprend quand on regarde la situation. Ce qui n'est pas dit n'existe pas. Bon. Donc, voilà, là, c'est très clair. C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, on va continuer et puis on verra ce qu'on va faire. Honnêtement, je me suis pas posé la question, mais en même temps, je me suis pas dit que c'était pas impossible. Je suis d'accord avec vous. C'est une bonne question. J'ai pas la réponse là, mais comment? Oui, mais il a raison. Je veux dire, pour faire notre travail, il faut quand même qu'on ait un peu d'argent. Et si demain, le Front National arrive, on peut imaginer qu'effectivement, des subventions qui nous sont aujourd'hui données puissent ne plus exister. Voilà, on l'a vu. Hein, la politique locale du Front National dans certaines communes où ils sont arrivés au pouvoir a été de supprimer un grand nombre de subventions à des associations culturelles. Et je pense que... Comment ? Ou sociales. Et je pense qu'on peut être la cible de politiques publiques liées à la subvention d'associations. Je ne me suis pas posé la question, j'ai pas forcément envie de vous répondre parce que je suis pas sûre que je serai très pertinente. En plus, il est tard. Mais j'y réfléchis et... Comment ? La prochaine fois à Bondy. Vous venez, je vous donnerai la réponse à Bondy. Je me défile pas. Hein, et en effet, il est tard. J'avais promis... Une dernière. Alors, vraiment, c'est la dernière. Très rapide par rapport à la question de monsieur sur que ferait-on si en 2017 quelqu'un essayait de s'attaquer à la liberté de la presse ou à la liberté des médias citoyens. On a la chance en France d'avoir une tradition associative qu'il n'y a pas en Turquie par exemple, où il y a moins cette liberté d'association est moins exercée. Et par exemple, moi j'étais en Tunisie par exemple,
où j'étais il y a quelques semaines, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins cette tradition associative, et en France, cette tradition est très forte, et elle fait que je pense que si quelqu'un essayait vraiment de s'attaquer aux médias associatifs, aux médias citoyens en général, on serait capable de repousser, parce que c'est suffisamment ancré, je pense, en France, pour que du coup, on soit pas définitivement, on soit pas... en fait, il est, à mon avis, incapable, personne n'est capable aujourd'hui de mettre hors d'état de fonctionner tous les médias, tous les médias citoyens de France, parce qu'on a la chance d'avoir un tissu associatif et d'avoir une mobilisation citoyenne très forte. Ah, ça, c'est une superbe note d'espoir d'un jeune, c'est intéressant, mais j'ai peur qu'elle soit un peu cassée. Alors attention, hein, en Turquie, il y a un tissu associatif très très important. Moi, j'ai vécu 1 an en Turquie et je peux te dire qu'il y a beaucoup d'associations. En plus de ça, la Turquie, c'est un pays où il y a beaucoup de communautés arméniennes, juives, notamment à Istanbul, à Izmir, à Antalya. Enfin, il y a quand même un tissu associatif local. Il faut éviter les généralités. Et la Turquie et la Tunisie, c'est quand même 2 pays, franchement, très très différents. Mais vraiment, il y a l'islam comme dénominateur commun, encore que en Turquie, il y a différentes façons de pratiquer l'islam. Il y a de l'alévisme qui est très proche du chiisme, il y a des musulmans très très libérés, d'autres très très traditionnels. En Tunisie, l'islam est quand même beaucoup plus homogène. Enfin voilà, c'est quand même deux réalités différentes. Maintenant, j'ose espérer que tu as raison sur la mobilisation citoyenne qu'il pourrait y avoir si des médias seraient demain bâillonnés ou empêchés de faire leur travail, notamment des médias associatifs qui travaillent avec des subventions. Malheureusement, les exemples qui sont devant nous aujourd'hui, notamment dans les communes dont j'ai parlé, ne vont pas dans ce sens-là. Et pour l'instant, je n'ai pas vu de mobilisation citoyenne d'ampleur pour empêcher tout ça. Oui, et la dynamique de 36 n'a pas empêché 39. Donc, merci à vous toutes, tous. Mais avant de clore complètement, je vais laisser la parole à Philippe. Je crois qu'il y a un petit message à passer. Tu l'as pu ? Non, je n'ai pas de message particulier. Sinon, vous remercier quand même de votre présence aujourd'hui pour cette journée exceptionnelle, pour les 10 ans du Café Citoyen, les 11 ans du Bondi Blog et les 12 ans de Fragile. Et les 30 ans de Jazz. Voilà. Merci beaucoup à vous. C'était une après-midi vraiment très très agréable et j'espère qu'elle vous aura fait aussi réfléchir sur ces nouveaux enjeux de mobilisation citoyenne. Voilà. Merci à tous.